Bonjour Véronique Riche-Flores. Bonjour Adrien. Vous êtes économiste, présidente fondatrice de Riche-Flores Research. Donc la Chine aujourd'hui, le ralentissement de l'activité fait l'objet de l'attention à peu près du monde entier. Est-ce que pour vous c'est passager ou est-ce que c'est quelque chose de plus fondamental ? Ah non, je pense qu'il y a beaucoup de raisons fondamentales qui expliquent ce ralentissement et qu'on a probablement quelque chose de durable pour bien des années. Il y a plusieurs raisons à ce ralentissement. D'abord, il devient difficile à la Chine de continuer à alimenter sa croissance à l'exportation. La Chine a déjà des parts de marché très importantes dans beaucoup de pays du monde. Le monde est moins ouvert, la croissance de la demande est ralentie parce que notamment moins soutenue par la croissance des dettes, donc c'est l'un des sujets majeurs depuis la crise de 2008. Et puis la Chine vieillit. Donc tout ceci a conduit les autorités chinoises à faciliter, à encourager la transition vers une économie de services qui est en train de se faire et qui se fait à très grands pas. Mais cette économie de services ne génère pas du tout les mêmes besoins, ni la même dynamique, ni les mêmes revenus. Il est beaucoup plus difficile de retirer des revenus, notamment à l'exportation, grâce aux services. Donc je pense que pour toutes ces raisons, avec en trame de fond un ralentissement des gains de productivité très important, qui est normal à son stade de développement, la Chine est probablement face à un ralentissement durable. Alors, fin du rattrapage, vieillissement, et la Chine lance ce grand projet depuis plusieurs années des routes de la soie. Donc, si ce n'est pas pour exporter davantage, quel est l'objet de ce projet de route de la soie d'infrastructure ? C'est un objet politique ? Alors, je pense qu'il y a les deux. D'abord, en développant ce commerce avec l'Europe, l'Afrique du Nord, etc., la Chine essaye de temporiser le ralentissement de ses exportations. C'est la première chose. Elle noue également des partenariats, des relations avec des entreprises qui permettent d'abord d'assurer une croissance externe. C'est également très important pour les entreprises chinoises à ce stade de leur développement, pour aller plus vite tout simplement, et pour acquérir des compétences et des marchés qu'elles n'ont pas. Et puis, il y a forcément, c'est la voie européenne, le fameux projet Eurasia, auquel beaucoup de politiques européens tiennent d'ailleurs, pour faire un peu un pied de nez ou contre-pied aux États-Unis, trop dominants. Mais bien évidemment, la Chine en tout premier lieu, qui a en face d'elle le marché européen, c'est-à-dire l'un des plus grands marchés au monde, c'est le plus grand d'ailleurs, sur lequel elle a d'ailleurs des parts de marché qui sont bien inférieures à ce qu'elle a déjà aux États-Unis. Donc je pense qu'il y a effectivement une stratégie qui, bien évidemment, est également une stratégie entrepreneuriale et géopolitique, géostratégique qui va de pair. Je crois que nous avons tous entendu de près ou de loin les propos du président Xi Jinping en fin d'année dernière qui sont très clairs. La Chine veut imposer son modèle et faire contrepoids au capitalisme américain qui a dominé jusqu'à présent. Donc il y a un ensemble de raisons, et y compris le vieillissement de sa population, qui la pousse dans cette direction. Et c'est surtout l'Europe, avant tout, donc, qui est son marché d'avenir. C'est l'Europe, et puis c'est une stratégie intéressante, parce que moi, elle me fait penser à la stratégie du Japon, à plus petite échelle, des années 80. Quand le Japon, après des années florissantes à l'exportation, a commencé à avoir du mal à continuer à exporter, qu'a fait le Japon, et c'était un mot d'ordre des autorités japonaises à l'époque, d'externaliser X% de leur production en dehors de leurs frontières. Pour assurer quoi ? Bien évidemment, une poursuite de leur marché, etc., et des revenus futurs. Et aujourd'hui, le Japon, finalement, quand on regarde le solde de sa balance courante, l'excédent n'est pas procuré par un excédent commercial, il est procuré par des revenus d'investissement étrangers. C'est ce qui permet au Japon de ne pas être en faillite aujourd'hui. Le Japon vieillissant avec une dette faramineuse. C'est ce que doit faire et ce que doit accomplir la Chine, ce qu'elle est en train de faire, en investissant massivement à l'extérieur de ses frontières. Ce que devrait faire l'Europe également, mais qui n'a pas l'air soucieuse de ce sujet-là pour l'instant. Véronique Riche-Flores, merci pour votre décryptage.